Donc bienvenue à tout le monde ici à distance pour cette conférence dont l'oxymore du présent dans le titre va nous interroger pendant toute la durée des interventions. C'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup dans le débat public, et dans le débat médiatique en ce moment. Est-ce que les droits des femmes, dont on a beaucoup parlé depuis quelques années dans le monde, dans le sens d'un progrès et d'avancée, eh bien, est-ce que cette dynamique-là fait face à des résistances, à des oppositions? Alors, et dans quelle mesure? Et finalement, ce qui est intéressant dans cette problématisation que l'on va dérouler tout au long de l'heure et demie, c'est qu'on peut en tirer un certain nombre d'interrogations et de questions, par exemple, autour du fait, c'est des choses qu'on entend assez souvent, enfin moi en tout cas je les entends assez souvent, c'est que OK, vous nous parlez de droits des femmes, notamment dans les pays occidentaux en démocratie, mais quand même, il y a bien pire ailleurs. Il y a bien pire ailleurs. Ici, on est dans une relative égalité, sinon dans les pratiques, au moins dans le droit. Alors qu'ailleurs, dans d'autres pays, c'est bien pire. C'est ce qu'on appelle en études de genre le whataboutism. Il y a des problèmes ici, OK, mais what about autre chose ailleurs? C'est toujours pire. Alors, oui, on peut toujours trouver pire, mais on peut aussi considérer, et ça, c'est les faits qui nous le démontrent, que, y compris dans les pays qui se disent avancés sur ces questions, et on peut revenir d'ailleurs sur certaines avancées, eh bien, des retours en arrière sont toujours possibles sur les questions d'égalité femmes-hommes et sur les questions de droits des femmes. L'exemple le plus évident, sans doute, dans l'actualité la plus récente, c'est la déconstitutionnalisation du droit à l'avortement aux États-Unis, qui va bientôt fêter ses 2 ans. Et puis d'autres retours en arrière aussi, en Pologne, par exemple, sur la question de l'avortement toujours, et certaines avancées que l'on pensait solides en Amérique du Sud, eh bien, ne le sont pas, en particulier au Chili sur la question de l'avortement encore. Il y a plein d'autres exemples. Donc toutes les avancées dans ces pays dits progressistes sur ces questions, dits démocratiques, eh bien, peuvent être remises en cause. Et puis les violences faites aux femmes, d'une manière générale, s'inscrivent sur un continuum qui va de la petite humiliation jusqu'au crime. Et donc, plus on est tolérant dans les petites violences, entre guillemets, eh bien, plus on finit par être tolérant de violences de plus en plus problématiques. Un autre enseignement, en tout cas questionnement que l'on peut formuler en préambule, c'est que les droits des femmes, et j'ai envie de dire, pardon, les questions de genre en général, donc qui englobent les droits des femmes et qui vont au-delà de cette question-là, eh bien, sont une occasion euh, intéressante pour les observateurs, observatrices, d'envisager la géopolitique sous un angle nouveau, de lever certains angles morts en matière de géopolitique et de relations internationales, et de proposer des grilles de lecture euh, souvent innovantes, qui invitent à porter un regard un peu novateur sur tout un sujet, sur tout un ensemble de sujets de l'agenda en matière de recherche, de l'agenda en matière militant, ou encore de l'agenda en matière de politique publique. Ça nous invite à avoir une grille de lecture du monde, des grilles de lecture du monde auxquelles on n'aurait pas pensé avec un regard gender blind, c'est-à-dire aveugle aux questions de genre. Et parmi ces grilles de lecture du monde, il y a celle que j'évoquais en introduction, au tout début d'introduction, qui est la question des oppositions. Et c'est vrai que les progrès en matière de droits des femmes et les oppositions que ces progrès rencontrent sont une lecture, fournissent une grille de lecture intéressante du monde, et nous amènent à nous interroger sur tout un tas de sujets autour des questions de santé, on en parlera ce soir bien sûr, autour des questions d'éducation, d'économie, de travail, de conflit, de guerre, et finalement, comme je le disais, tous les items des différents agendas. Et puis enfin, et je terminerai mon propos introductif par là,
Je crois qu'évidemment, on est à l'IRIS, donc bien sûr, on a un regard aussi mondial que possible sur les questions que nous abordons. En matière de droits des femmes, en matière de féminisme, en matière d'égalité, de droits humains d'une manière plus globale. La circulation des influences est tout à fait, majeure à prendre en considération, que ce soit pour, la promotion de ces droits ou pour les résistances ou les oppositions à ces droits. Il faut envisager, les choses sur un plan de la circulation, des idées, sur le plan de la circulation des politiques publiques, des revendications, des modes d'action, et je trouve ça, à titre, personnel et j'espère collectif, tout à fait passionnant. Alors nous avons avec nous, des spécialistes de ces questions dont le regard est toujours intéressant pour moi, parce que ce sont des acteurs et des actrices de terrain, ce qui les empêche pas, loin de là, d'avoir un regard, heu, fait de prise de recul et de réflexion, autour de cette table et puis à distance. Alors j'ai envie de commencer en faisant un premier tour de table, pour, que vous nous disiez, chacune et chacun, à votre avis, justement, quelles sont, les avancées récentes ou plus structurelles, en matière de droits des femmes que vous avez envie de présenter, que vous avez envie de détailler dans le monde ou dans les sphères géographiques que vous connaissez. On peut peut-être commencer, par vous, Zohra Azziadeh, Zemirli. Donc vous, pour vous présenter rapidement, vous êtes, juriste et chercheuse, en droit. Vous êtes, spécialiste des questions de droit des pays arabes. Est-ce que j'ai bien décrit Oui, oui. votre vos affiliations? Qu'est-ce que vous pensez de cette première question? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous d'abord. Merci à l'IRIS et à la Fondation Médecins du Monde pour leur invitation. Merci à Pauline Maillet pour l'organisation de la table ronde. Merci à Marie-Cécile Naves pour sa modération et surtout pour cette question. Alors, comme vous m'avez bien présenté, moi, je vais me concentrer sur les pays du monde arabe parce que c'est ce que je connais le mieux. Vous me dites si ça va avec le micro. Parce que c'est ce que je connais le mieux. Et généralement, quand on parle de pays arabes, on fait référence aux 22 États de la Ligue des pays arabes. Et malgré une certaine uniformité, dans le sens où ils ont à peu près tous la même religion qui est l'islam et qui est dominante dans ces pays, et une seule langue, en tout cas officiellement, une parmi d'autres pour certains, qui est l'arabe, les pays arabes ne constituent pas un bloc monolithique. Donc chacun ont eu, des avancées, différentes, ou des reculs, et donc je vais pas réussir à vous donner des informations exhaustives, mais je vais essayer de faire au mieux, un panorama. Et donc par rapport à votre question et aux droits des femmes qui nous intéressent aujourd'hui, donc il n'y a pas d'uniformité d'ailleurs, ni en termes de garantie, ni en termes d'avancées, même si la tendance générale, mais vous le disiez bien en introduction, ne concerne d'ailleurs pas que les pays arabes, est une tendance à l'inégalité en termes de droits entre les hommes et les femmes, notamment en termes de droits de la famille. À une exception près, bien sûr, qui est la Tunisie, qui est généralement présentée comme, le pays, exceptionnel parmi les pays arabes qui offre, des garanties, aux femmes, notamment en matière de droits de la famille, et ce dès l'indépendance et la politique menée par Bourguiba. Et pour exemple, la polygamie et la répudiation y sont, interdites. Mais ce n'est pas pour autant qu'il existe une égalité en matière d'héritage entre les hommes et les femmes. Malgré une tentative, de réforme amorcée par l'ancien président, Bédji Caïd Sebsi, qui a été avortée par l'actuel président, Kais Saïed. Mais bon, puisque vous m'avez demandé de me concentrer sur les avancées, je vais tenter de ne pas trop parler des inégalités et plus me concentrer des avancées. Et avant d'évoquer les progrès, récents en matière de droits des femmes dans le monde arabe, j'aimerais revenir rapidement sur la période des révolutions arabes ou de ce qu'on a appelé les printemps arabes, dans le contexte desquels, ou au lendemain en tout cas de 2011, les constitutions de ces pays ont été révisées ou ont été adoptées pour permettre le renforcement de la protection des droits des femmes. Donc certaines constitutions, et je vais vous parler de droit, je suis désolée, donc je vais vous parler de constitution d'abord, qui est la norme suprême de ces pays, consacrent donc le principe d'égalité en tant que tel,
certaines d'entre elles. D'autres invitent parfois les institutions à supprimer les obstacles qui entravent à cette inégalité ou engagent l'État à réaliser cette égalité pour tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, ou à prendre des mesures nécessaires pour soutenir les droits acquis. La Tunisie est allée plus loin aussi dans la consécration du principe d'égalité entre l'homme et la femme en affirmant que les citoyens et les citoyennes sont égaux en droit et en devoir, qu'ils sont égaux devant la loi et sans discrimination, etc. Dans d'autres constitutions du monde arabe, et notamment au Bahreïn, en Irak, en Jordanie, en Mauritanie, au Qatar et en Syrie, le principe d'égalité devant la loi est affirmé, mais il l'est de façon moins explicite. En fait, il l'est à travers l'interdiction de toute discrimination, y compris sur la base du sexe. Et par ailleurs, toutes ces constitutions encouragent la participation des femmes à la vie politique et économique. Et ces mesures d'incitation vont parfois jusqu'à la mise en place de quotas en leur faveur, ou du moins encourageant les législateurs à adopter des mesures pour améliorer l'accès aux femmes à des fonctions électives. On a eu aussi des amendements à différents moments de l'histoire, différemment en fonction, des pays, pour permettre aux femmes de transmettre leur nationalité à leurs enfants, ce qui n'a pas toujours été le cas et ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui dans certains pays, comme au Liban ou en Jordanie, où les femmes ne peuvent transmettre leur nationalité à leurs enfants que si le père est inconnu ou apatride. À présent, du côté des avancées plus récentes, le pays qui a adopté des normes qui vont vers plus de garanties et dont on a entendu un peu toutes et tous parler récemment, c'est l'Arabie saoudite. Donc, ces avancées sont principalement en matière de liberté de circulation. Euh, Après des années et des décennies de plaidoyer et d'activisme, l'Arabie saoudite a finalement autorisé la femme à conduire des voitures, donc, depuis 2018, et à celles de plus de 18 ans à obtenir un passeport et de voyager sans l'autorisation d'un tuteur, et ce depuis 2019. Elles peuvent désormais aussi enregistrer une naissance, un décès, un mariage ou sa dissolution. Et depuis octobre 2022, les femmes saoudiennes peuvent aussi effectuer un pèlerinage à la Mecque ou à Médine sans avoir de tuteur masculin. Et c'est une avancée qui a été effectivement appliquée. Parallèlement à ça, ou en tout cas plus récemment, plusieurs tentatives avaient été amorcées et qui a finalement abouti. C'est celle de l'élaboration d'un code de statut personnel en mars 2022. Donc, code de statut personnel, c'est-à-dire un code qui régit toutes les questions en lien avec le droit de la famille, mariage, décès, mariage, dissolution, garde des enfants, héritage, etc. Et avant 2022, c'était les juges saoudiens qui appliquaient, des règles issues d'ouvrages de jurisconsulte du passé. Et donc, en fait, cette codification, le fait qu'il y ait un code, permet une certaine sécurité juridique, une prévisibilité, alors pas tant que pour les femmes, pour les hommes aussi, bien évidemment, mais pour les femmes aussi. Et si ce code n'apporte pas des garanties d'égalité, en revanche, il renforce quand même le statut de la femme dans certains aspects du mariage et de sa rupture. Et parmi certaines avancées, mais je ne vais peut-être pas entrer dans tous les détails, l'âge du mariage est fixé à 18 ans. L'exigence du consentement de la femme au mariage est prévue, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a plus de tuteur matrimonial, mais ça veut dire quand même qu'elle doit donner son consentement. En revanche, et là je fais référence aux travaux de Nathalie Bernard-Maugiron, un de ses articles qui est paru à la Revue internationale de droit comparé, tous les officiers matrimoniaux ne demandent pas, par exemple, à toutes les femmes de retirer complètement leur voile et ne vérifient pas que la carte d'identité qui est présentée, que la photo sur la carte d'identité que la personne qui se présente pour se marier, qui donne son consentement, est la personne qui présente sa carte d'identité. Il y a aussi impossibilité pour le tuteur de s'opposer au mariage d'une femme avec un homme qu'elle a choisi, mais qui doit être aussi de conditions égales. Elle peut disposer librement de sa dot, etc. Mais je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails pour laisser le temps à mes collègues. Et donc, c'est ce que je vous disais, on a quand même des petites avancées qui sont à noter, même si on n'atteint pas une égalité entre hommes et femmes. Et enfin, peut-être qu'une potentielle avancée verra bientôt le jour. En ce moment, et j'imagine que vous l'avez vu, le code de la famille marocaine, la Moudawana marocaine, est
il y a des discussions autour de ce code pour une éventuelle réforme, donc à suivre. Et je me dis que peut-être que les pays voisins suivront, parce que quand le Maroc a révisé son code en 2004, l'Algérie a suivi en 2005. Voilà, je vous en prie. Merci. Alors, à distance, nous avons Cécile Thiombiano Yugbaré. Vous aussi, vous êtes juriste et actrice du plaidoyer sur les questions de droit et de santé sexuelle et reproductive en Afrique chez Médecins du Monde. Et je vous passe la parole à votre tour parce que j'aimerais que vous nous parliez un peu de ces questions-là à partir du prisme de la santé, dans un contexte post-crise Covid, mais peut-être post-crise sanitaire en général, parce que les enseignements qu'on aurait pu à l'échelle mondiale tirer des précédentes crises de la Covid avec Zika, Ebola, etc., sur les effets que ça a sur l'accès à la santé pour les femmes, n'ont visiblement pas été aussi bien tirés qu'il aurait pu l'être. Mais bon, peut-être vous allez me dire quelque chose de différent. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette question, notamment en matière de crise sanitaire, cette question des avancées en matière de droits des femmes dans les pays que vous connaissez ou dans lesquels vous évoluez? Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez. Je pense que j'ai quelques difficultés pour vous entendre de temps en temps et je suspecte que ça soit lié aussi à la connexion qui est un peu désuète de ces temps-ci. Avec votre autorisation, je vais couper la caméra quelques minutes, le temps de m'assurer que vous m'entendez très bien. Alors, On merci vous entend encore bien. OK, merci beaucoup, merci pour votre question. Et je pense qu'autour des enjeux que vous m'avez effectivement présentés, qui sont des enjeux de droit et santé sexuelle et reproductive, et spécifiquement du droit à l'avortement et à la montée des anti-choix en la matière, oui, nous pouvons noter des avancées notables. Je pense bien que c'était les questions qui m'avaient été soumises pour que je ressorte un peu dans la région Afrique quelques avancées récentes structurelles. Alors, ces avancées sont appréciables, parce que moi, je préfère le dire et je reste sur une note positive pour la zone Afrique. Ces avancées sont appréciables et sont liées à facteurs souvent très liés. Je vais les rappeler. Et en tant qu'acteur et actrice de Médecins du Monde, travaillant sur des approches diversifiées, sur le volet communautaire, sur l'interpellation des autorités et aussi avec un fort ancrage d'appui au système de santé, j'aimerais aller à la base, à la source pour vous dire qu'en termes d'avancée, j'aimerais faire remarquer quand même un élément qui ne ressort pas souvent dans nos conférences, dans nos dires ces derniers temps, mais remonté par des organisations locales travaillant au fin fond de nos communautés, travaillant avec les acteurs et les terrains de Médecins du Monde. Il s'agit de l'avancée en matière d'amélioration du niveau de tolérance au niveau des communautés pour toute information ou communication sur des sujets dits tabous, comme entre autres la question de l'avortement, dit souvent ou traités comme étant des sujets tabous en Afrique. Alors, comme entre autres, cette question d'avortement connaît beaucoup en termes de communication, d'information, connaît beaucoup d'avancées et n'est pas négligée. Et les paroles, je vais dire là que les paroles se libèrent de plus en plus grâce au cadre d'échange et aux clarifications des valeurs qui sont proposées à tous les niveaux de nos interventions. En second lieu, il sied aussi de mettre en avant et de reconnaître toute la structuration des sociétés civiles africaines et la forte émergence des mouvements féministes dans la région, avec des défenseurs des droits des femmes qui, qui de plus en plus sont révoltés devant l'oppression et le déni des droits, et puis osent dénoncer au lieu de se taire. Au lieu de se taire derrière des thèses complotistes disant non, ce type de droit viendrait de l'Europe pour nous être imposé. Non. Donc, nous avons ces avancées-là et j'aimerais vraiment le mentionner, cette belle structuration de la société. Et cette société civile, de plus en plus, est riche aussi dans sa composition parce qu'on y voit une diversité des expertises.
Nous avons par exemple des fortes mobilisations d'associations de femmes juristes, de gynécologues, de sages-femmes, de magnéticiens qui avaient l'habitude d'être dans des soins uniquement cliniques, mais qui se retrouvent au devant de la scène pour dénoncer et marquer leur appartenance et ressortir l'idée du fait que c'est un droit universel, par exemple, comme tous les autres droits en santé sexuelle et reproductive. Et j'en passe, mais il y en a beaucoup, par exemple la mobilisation des journalistes et communicateurs, sans oublier bien sûr la forte mobilisation de la jeunesse. Je pense que sur ce plan aussi, j'ai toujours mentionné de plus en plus l'existence d'un mouvement phare, l'Organisation pour le dialogue, pour l'avortement sécurisé en Afrique de l'Ouest, par exemple, en Afrique francophone, par exemple l'Audace. Aujourd'hui, un mouvement catalyseur des énergies positives pour l'effectivité du droit à l'avortement en Afrique francophone, qui est un mouvement perspicace et qui nous aide bien sûr à avancer et à montrer que dans la zone Afrique, il y a aussi des enfants. Enfin, pour les avancées, je suis aussi juriste, comme vous le dites, il ne faudra pas oublier cette belle progression au niveau des normes, des législations et cette forte volonté politique. Et cette évolution a été elle-même boostée par l'existence des données, de la recherche, et qui donne aujourd'hui de la force aux acteurs sur le terrain. Et cette évolution normative et législative que je note là est à tous les niveaux. Au niveau de la région Afrique de façon globale, vous connaissez très bien ce texte ambitieux et révolutionnaire qu'est le protocole de Maputo. Il s'agit du protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple relatif aux droits des femmes et qui a été adopté, je pense, depuis 2003 et qui a connu une timide évolution en termes d'adhésion des États. Mais aujourd'hui, je suis fière, nous sommes fiers, par exemple, de voir qu'il y a au moins 44 pays d'Afrique sur les 55 qui ont ratifié et donc qui donne une force d'exécution, de respect de dispositifs pour que les femmes aient accès à l'avortement sur plusieurs conditions. Et au-delà du régional, je prends quelques exemples de pays comme le Bénin dernièrement, en Afrique de l'Ouest, qui a légalisé l'avortement. Et je pense que sur la zone Afrique, en plus de la Tunisie que ma prédécesseure a mentionné, nous avons au moins 6 pays et bien d'autres pays qui ont des législations moins restrictives en faveur de la santé des femmes, en faveur du droit à l'avortement. Donc, voici un peu quelques avancées sur le plan, sur ces plans que je voulais mentionner. Et je m'en voudrais de passer sous silence cet effet législatif concret qui vient renforcer l'environnement juridique et sécuriser un droit fondamental au niveau de la France. Il s'agit de la constitutionnalisation du droit à l'avortement en France. On dira oui, c'est la France, mais il est clair qu'il s'agit d'une franche promesse aux filles et aux femmes et un signal fort, un espoir pour toute l'humanité, car je peux vous dire en tant que Burkinabé, en tant qu'Ivoirienne, en tant que camerounaise, que c'est un signal fort et un cadre qui va aussi booster la reconnaissance, la sécurisation et imposer le respect des droits parce que ça se sent déjà. Et les personnes, les féministes, les activistes se mobilisent et continuent à s'affirmer. Et pour moi, tous ces éléments sont des avancées sur tous ces plans et qui dénotent aussi de mouvements forts sur la zone Afrique pour que tout aille bien. Voilà un peu ce que je peux dire, un peu glaner quelques avancées. Il y en a tellement. À vous la parole. Merci. Merci pour ce regard optimiste et documenté. Alors, bon, je ne veux pas anticiper déjà sur la discussion, mais c'est vrai que je retiens déjà des dialogues entre les différentes expertises, expertise scientifique, expertise de terrain, expertise d'expérience, qu'on pourrait dire, et puis leur traduction ou leur écho dans les textes de loi. C'est intéressant. Et deuxième chose que je retiens, c'est qu'effectivement, quand on prend des décisions dans les textes, dans la loi, dans les constitutions, on ne le fait pas simplement pour son pays, on le fait aussi pour le monde. Et ça rejoint bien, ça vérifie bien ce que je disais en introduction, mais tous les jours, on a des confirmations de ça, parce que ce sont des sujets géopolitiques et les influences circulent. Et d'ailleurs, l'inscription, non pas du droit, mais de la liberté de recours à l'avortement dans la Constitution française, c'est une réponse à l'arrêt Dobbs de juin 2022 de la Cour suprême américaine. Et c'est intéressant de voir que cette décision-là,
symbolique, avec des effets juridiques dont on peut discuter, mais qui permet aussi de remettre la lumière sur certaines difficultés concrètes d'accès à l'avortement en France, eh bien, est écouté, est lu, et suscite l'intérêt ailleurs dans le monde et peut créer aussi une certaine émulation. En tout cas, c'est ce que vous semblez formuler, madame. Alors, Sébastien Tuller, vous êtes responsable LGBTI pour Amnesty International France. Vous vous intéressez aussi à ces questions, bien entendu. Comment, comment vous voyez ce sujet des avancées des droits des femmes et comment ça peut rejoindre aussi, mais vous allez me dire si ma question est pertinente ou pas, d'autres interrogations sur les droits humains de manière plus globale? Oui, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tous. Oui, votre question est évidemment pertinente, mais évidemment, moi, je vais vous parler des avancées en matière des droits des personnes LGBTI+, parce que même si c'est une période particulièrement difficile, on vit vraiment des reculs violents dans le monde et une vraie instrumentalisation aujourd'hui des mécanismes juridiques pour persécuter les personnes LGBTI+. On assiste aussi à de belles victoires. Il faut prendre le temps de les célébrer. Et effectivement, quand on parle des droits des personnes LGBTI+, on parle aussi des droits des femmes, on parle des droits des femmes lesbiennes, des droits des femmes bisexuelles, des droits des femmes trans et intersexes, et de toutes les autres personnes qui subissent les mêmes stéréotypes et les mêmes préjugés en matière de genre. Et c'est vrai qu'on a encore aujourd'hui, j'ai l'impression, cette tendance en France et dans le monde, que lorsqu'on parle des droits des personnes LGBTI+, on a encore instinctivement cette idée qu'on parlerait majoritairement ou surtout des hommes gays ou des hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes alors qu'une majorité des personnes LGBTI+ sont des femmes. Et par exemple, mais c'est vraiment anecdotique, mais quand on parle des Pride ou des marches des fiertés, on parle souvent de gay Pride, comme s'il y avait que des hommes qui se mobilisaient pour les droits des personnes LGBTI+. Et quand on revient même à l'historique des Pride, des marches des fiertés, des émeutes de Stonewall à New York, c'était des minorités de genre, c'était des personnes trans, c'était des femmes lesbiennes, aux côtés d'autres hommes homosexuels qui se sont mobilisés contre les violences policières pour se battre pour l'égalité des droits. Et donc, depuis toujours, les femmes ont une place prépondérante dans les luttes LGBTI+, et elles subissent aussi une double invisibilisation en tant que femmes et en tant que femmes lesbiennes majoritairement. Euh, cette invisibilisation, elle se retrouve aussi dans la criminalisation des personnes LGBTI+ dans le monde. Aujourd'hui, il y a une soixantaine encore de pays qui criminalisent les personnes en raison de leur orientation sexuelle, une vingtaine spécifiquement en raison de leur identité de genre, qui persécutent spécifiquement les personnes trans. Et si on regarde un peu ces lois et qu'on analyse un peu plus qu'est-ce qu'elles persécutent ou qu'est-ce qu'elles condamnent dans le détail, on se rend compte que la majorité persécute la sodomie ou les relations dites contre nature, qui sont des lois issues de l'ère coloniale. La plupart des pays occidentaux ont colonisé les pays et ont importé leurs lois homophobes et LGBTI-phobes en Afrique. Et, il y a encore aussi cette idée reçue que l'Occident essaierait d'imposer l'homosexualité dans ses relations diplomatiques ou économiques avec certains pays d'Afrique. En fait, ce qu'on a vraiment apporté, c'est surtout les lois qui aujourd'hui sont encore appliquées à une fréquence particulièrement inquiétante lors de la colonisation. Et là, en France, on a voté une loi pour la réparation des personnes persécutées en raison de l'orientation sexuelle. Ça faisait 40 ans sous Vichy qu'on avait voté une loi qui pénalisait les personnes homosexuelles. Et donc, on s'est glorifié de cette dépénalisation et on est remonté jusqu'à la Révolution où la France avait dépénalisé en premier ou un des premiers pays au monde à dépénaliser l'homosexualité et le crime de sodomie. Ça ne nous a pas empêché, après la Révolution, pendant la colonisation, d'aller dans les pays africains pour pénaliser ces relations dites contre nature et pour réglementer la sexualité qui était présente dans de nombreux groupes ethniques bien avant la colonisation. Il y a plein de peintures rupestres de mariages entre femmes. Il y a plein de langues qui incluent cette fluidité dans le genre qui a été codifiée lors de la colonisation. Et comme je le disais, aujourd'hui, ces instruments juridiques existent toujours et ils sont de plus en plus appliqués, voire dans un mouvement décolonial, on en vient à voter de nouvelles lois encore plus restrictives et qui persécutent encore plus les personnes LGBTI+. Et donc, quand on condamne les personnes LGBT, on condamne aussi les femmes.
Et il y a, sur les 60 lois qui pénalisent les personnes en raison de leur orientation sexuelle, il n'y en a que 40 qui pénalisent également les femmes lesbiennes. Parce que quand on est venu pénaliser l'homosexualité, on avait aussi ce biais que l'homosexualité, c'est qu'une affaire d'homme et une affaire masculine. Et donc, il y a même des pays qui n'ont pas pensé que la sexualité entre femmes était possible, qu'il pourrait y avoir une sexualité épanouie sans hommes. Et donc, il y a quand même une vingtaine de pays qui n'ont pas de législation spécifique pour condamner les femmes lesbiennes. Mais en fait, quand je dis ça, ça a pas, ça change pas grand-chose pour ces femmes lesbiennes qui vivent dans ces pays parce que cette pénalisation, si elle n'est pas inscrite dans la loi, elle est en quelque sorte déléguée dans les familles et ces femmes lesbiennes, intersexes, bisexuelles ou trans, elles subissent une autre forme spécifique de persécution qui sont majoritairement le mariage forcé, où on continue, je n'ai pas d'autres termes, mais en le disant, je trouve que c'est problématique, mais le viol dit correctif, avec cette idée qu'on pourrait encore changer ou modifier l'orientation sexuelle d'une personne après un viol, ou toutes ces pratiques dites des thérapies de conversion. Et donc, on voit bien que quand on parle de la criminalisation des personnes LGBTI+, on ne peut pas oublier ces persécutions spécifiques que subissent aujourd'hui les femmes. Et donc, parce que à la base, j'étais censé parler d'avancée, il y a quand même, si on regarde à long terme, il y a de plus en plus de pays, malgré tout, si on prend ces 30-40 dernières années, même si aujourd'hui, je trouve que c'est une période de stagnation, voire de régression dans de beaucoup de pays du monde. Si on regarde sur ces dernières années, ça va dans le bon sens. Il y a quand même de plus en plus de pays qui dépénalisent les persécutions liées aux personnes LGBTI+. Il y a de plus en plus de pays qui protègent des discriminations, des crimes de haine et voire même qui viennent reconnaître des droits, le droit de fonder une famille ou le droit de se marier. Et donc, c'est là-dessus que j'aimerais insister sur les bonnes nouvelles. En Asie, particulièrement, pour changer de continent, le Taïwan, qui a été le premier pays à reconnaître le mariage entre personnes de même sexe, puis le Népal, qui a célébré son premier mariage de femmes en fin d'année, en novembre ou décembre 2023. Et on voit bien que ces avancées, elles ont un impact concret sur les pays voisins et que ça crée une impulsion. Il y a plusieurs cours suprêmes à Hong Kong, au Japon, en Corée du Sud, qui ont déclaré leurs lois restrictives sur le mariage comme inconstitutionnelles. Parce que discriminatoire en raison de l'orientation sexuelle. La Thaïlande, je crois que c'était hier ou avant-hier, le Parlement, la première chambre, donc la loi, elle n'est pas encore votée, mais bon, ça suit son cours. Et donc, on voit bien qu'il y a quand même de nombreuses avancées, mais c'est vrai que les attaques sont tellement nombreuses et qu'on vit à un moment où les mouvements anti-genre, anti-droit, anti-trans sont tellement violents et font beaucoup de bruit. C'est vrai qu'on ne prend pas assez de temps pour célébrer ces victoires, mais elles existent. En Grèce aussi, cette année, la Grèce a ouvert le mariage aux personnes de même sexe. C'est évidemment une victoire, mais si on regarde bien le projet de loi, il n'ouvre pas la PMA, la procréation médicalement assistée, aux femmes lesbiennes, alors que la PMA aujourd'hui existe en Grèce, mais est réservée aux couples hétérosexuels. Elle n'ouvre pas non plus la gestation pour autrui, la GPA, qui existe en Grèce, qui est légale et autorisée pour les couples hétérosexuels. Mais là encore, la Grèce ne va pas jusqu'au bout du chemin de l'égalité. Et pour moi, c'est assez symbolique et symptomatique de l'importance d'avoir une approche intersectionnelle ou une approche des discriminations croisées, des discriminations multiples, on le dit comme on veut, parce que maintenant, bon, peut-être pas ici, mais intersectionnel, ça fait peur. Alors, du coup, je cherche des synonymes parfois pour éviter un débat. Mais bon, ici, je pense que ça ne posera pas de problème. Quand on parle d'égalité femmes-hommes, et du coup, justement, parce que j'ai l'impression que dans les luttes LGBTI+, on le fait depuis longtemps, parce que quand on parle de lesbophobie, on dit bien que d'un côté, il y a l'homophobie, de l'autre côté, il y a le sexisme. Et quand on est à l'intersection de ces deux discriminations, on subit la lesbophobie. Et ce mot, c'est pas juste une addition des deux, mais que les deux se renforcent, se cumulent. Et c'est vraiment ça la question des discriminations croisées, multiples ou intersectionnelles. Et que si on ne prend pas en compte ces discriminations croisées, on passe vraiment à côté d'un problème spécifique et de persécutions spécifiques que peuvent subir les femmes ou les personnes non binaires. Et justement, je finirai là-dessus, sur la question de l'IVG, évidemment, je pense que c'est pas que symbolique, et c'est évidemment une grande victoire, encore plus dans le contexte depuis cet arrêt de la Cour suprême des États-Unis et des entraves et des attaques sur le droit à l'avortement dans le monde, en Europe, en Pologne. Enfin, je ne vais pas vous refaire le cours de l'actualité, mais que
Cette question du droit à l'avortement et de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, c'est évidemment important. Mais quelle tristesse quand on n'arrive pas à avoir juste une formulation qui ne soit pas complètement archaïque et vraiment décevante. Inscrire la liberté garantie, on n'est même pas capable d'appeler ça un droit fondamental, et des femmes, alors qu'on sait qu'il y a aujourd'hui des hommes trans, des personnes non binaires qui sont capables d'avoir une grossesse. On a demandé les chiffres à la Caisse nationale d'assurance maladie. Il y a environ 50 hommes trans qui avortent selon les chiffres de l'assurance maladie chaque année. C'est plus de 600 ces 10 dernières années. Ces hommes trans existent, ils ont la capacité d'être enceints. Et on en vient à adopter des formulations qui ne les incluent pas et donc de facto qui les excluent, alors que sans nécessairement parler de liberté des femmes et des personnes pouvant être enceintes, on peut juste parler de liberté garantie d'avoir accès à l'avortement. On n'avait pas besoin de préciser des femmes et donc je pense que voilà, ça reste une grande victoire parce que symboliquement ça va encourager et ça va protéger le droit des femmes qui sont quand même les premières concernées sur le droit à l'avortement. Mais en même temps, voilà, on est en 2024 et on n'est pas en capacité d'avoir une approche inclusive, respectueuse des droits humains. En même temps, je pense que c'est la bonne formule, en fait. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est une sorte de compromis avec la droite sénatoriale. C'était la seule. Bon. Qui d'ailleurs a voté pour le texte, hein. C'est très intéressant parce que les sénateurs eux-mêmes le disent et ce n'est anecdotique en apparence. Un certain nombre ont changé d'avis et ont voté pour parce que leurs femmes, leurs filles, leurs nièces, leurs brus, leurs sœurs leur ont dit que c'était important. Donc, c'est pas juste, entre guillemets, un sujet de bonne femme, pour paraphraser certaines personnes. Mais les mots ont un sens. J'ai envie de vous poser à tous les trois une question qui est, même si vous y avez un petit peu répondu, mais peut-être le formuler plus explicitement ou apporter certaines nuances à ce que vous avez pu dire ou pas d'ailleurs, peut-être renforcer au contraire ce que vous avez dit. Quand on parle si on veut parler un peu des dynamiques, c'est-à-dire, vous dites, vous êtes quand même tous les trois assez optimistes, ce qui est bien, mais diriez-vous qu'on est quand même dans une dynamique de progrès sur le long terme ou sur le court terme? Et une question qui peut-être va avec, et Cécile, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais bon, c'est à voir. Comment est cette dynamique dans le passage des textes aux pratiques? Comment on passe de la... Est-ce que les avancées qu'il y a dans les lois, dans les constitutions, dans les textes, se concrétisent dans les pratiques? On a beaucoup parlé déjà du fait que l'impulsion des pratiques et certaines évolutions inéluctables dans la vie réelle des gens, eh bien, avait un effet sur les textes. Dans l'autre sens, où en est-on dans l'autre sens? Est-ce que vous voulez commencer peut-être sur cette question? Zora. Oui, merci pour votre question. Alors, pour répondre à votre question, l'idée qui me vient, c'est par rapport aux lois contre les violences faites aux femmes qui ont été adoptées. Je vais vous parler des pays que je connais le mieux, donc les pays du Maghreb, d'Afrique du Nord. Donc il y a eu des adoptions, mais quand on discute avec certains groupes de défense des droits humains ou de féministes, l'application de la loi bloque. Alors soit elle bloque parce que les femmes ne vont pas déposer plainte, par exemple, donc ne vont pas au commissariat parce que c'est encore mal vu, parce qu'elles ont peur, mais ça, on le retrouve un peu partout d'ailleurs, et en France aussi. Mais donc, il y a ce blocage à ce niveau déjà. Et ensuite, quand les plaintes sont déposées, ça dépend qui a commis la violence, enfin, qui est l'auteur de la violence. Donc, si c'est un proche, on va avoir toute la famille qui va essayer de dissuader la victime pour qu'elle retire sa plainte, pour qu'elle pardonne, pour qu'elle ne porte pas l'opprobre sur la famille, en fait. Et donc, il y a tout ce phénomène-là. Et souvent, en fait, les plaintes n'aboutissent pas. On n'arrive pas à un procès. Donc, oui, des lois existent, mais de là à dire que effectivement, elles sont appliquées. Je suis assez pessimiste sur l'application de ces lois. C'est un point commun finalement à toutes les régions du monde, démocratie ou hors démocratie. Est-ce que vous, Cécile, vous feriez le même constat, même si vous avez dit un peu tout à l'heure que justement les pratiques changeaient énormément? Oui, bien sûr, je suis dans la même position que la prédécesseur
c'est ce, parce que c'est pas parce que l'environnement et le cadre juridique est tout beau avec des engagements signés sur le plan régional, international et souvent même avec une déclinaison au niveau pays que tout est rose. Alors, et c'est une évidence que les avancées sont là sur le plan de la légifération et tout, mais oui, dans nos zones d'intervention et dans ces pays, dans plusieurs pays, je parlais par exemple, des 44 pays en Afrique qui ont ratifié le protocole de Maputo, avec 6 pays qui ont plus ou moins levé les barrières à l'accès à l'avortement dans le cadre juridique national. Entendez par là du contenu tout beau sur les lois sur la santé sexuelle et reproductive des pays, sur les codes de santé publique et aussi matérialisé dans les codes pénaux où on note, oui, une affirmation du droit de la femme à l'avortement, souvent sur certaines conditions, mais toute femme qui se présente dans les structures de santé, même souvent dans des conditions éligibles, n'a pas forcément accès à l'avortement. Et ce qui est regrettable, c'est toutes ces femmes vont au final recourir à des méthodes un peu, et je parle un peu de façon drastique parce qu'elles en veulent, elles sont sous le poids du stress et malgré le fait que le protocole de Maputo ratifié par leur pays mentionne bien le droit pour la femme en cas de détresse mentale d'avoir l'accès à l'avortement ou en cas de détresse économique d'avoir l'accès à l'avortement, rarement on voit ces femmes et quand elles veulent passer par un parcours légal et vraiment sécurisé, avoir droit à l'avortement. Encore plus si elles sont pauvres, elles pourront pas avoir accès à des cliniques privées ou avoir d'autres recours pour avoir accès à l'avortement. C'est aussi une impression et une réalité sur nos terrains d'intervention et voilà que je confirme sur la question de l'inapplication des engagements. Alors, tout cela, comme je l'ai dit, est lié au fait que les pays et les États manquent de respect à leur engagement au niveau supranational, au niveau extranational, mais aussi, même quand le cadre juridique national expose un minimum de droits, c'est comme une fuite en avant, une fuite de responsabilité et c'est une réalité que les femmes n'ont pas accès. Nous avons vu souvent des femmes qui ont des grossesses issues de viol, des grossesses issues d'inceste, mais il y a tellement de lourdeurs administratives et des barrières juridiques, judiciaires qui vont plonger ces femmes dans toute une grande logique, un grand parcours de recherche des moyens jusqu'à dépasser l'âge minimum d'accès à l'avortement. Et voilà. Donc, plein de barrières liées aux barrières légales aussi pour avoir accès à l'avortement. Il y a bien d'autres impacts, mais je pense que là, on parle uniquement du contexte légal, du cadre légal. Je pourrais revenir là-dessus sur d'autres aspects qui marquent aussi quand même des insuffisances et qui donnent l'impression que voilà, ces avancées ont quand même des barrières quelque part. Merci. Sébastien? Mais moi aussi, je suis juriste, donc je suis persuadé que, on est tous juristes, que les droits, le droit permet de faire changer aussi les mentalités et accompagne aussi le changement de mentalité, mais que encore faut-il que avoir une effectivité du droit. Et on voit bien en France que malgré de nombreuses avancées en termes de droits des personnes LGBTI+, qu'on reste un pays où le taux de suicide des jeunes LGBT est très élevé en raison de l'homophobie et de la transphobie, qu'il y a encore de nombreux jeunes en France qui mettent fin à leur jour parce qu'ils pensent que ce sera impossible de s'épanouir et de vivre dans notre société, malgré toutes les législations qu'on a à voter, malgré toute la pédagogie qu'on essaie de faire. Et c'est pour ça que moi, je suis activiste pour les droits des personnes LGBTI+, depuis plus de 10 ans. On fait de nombreuses interventions au milieu scolaire, mais on voit bien que c'est anecdotique par rapport à l'obligation de l'État d'avoir
des cours sur la sexualité dans les écoles. Et donc voilà, il y a un vrai problème d'effectivité des droits. Et même quand on part en France, toujours, mais c'est pour vous dire parce que si c'est en France, ça peut être dans d'autres pays, en termes de lutte contre les violences fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, au moment où je vous parle, il y a un rassemblement, place de la République, en réaction à une agression homophobe qui a eu lieu vendredi dernier. Et il y a encore une agression LGBTI-phobe tous les 2 jours en France. Et donc voilà, malgré toutes ces avancées, il reste encore beaucoup de choses à faire et de moyens à mettre pour véritablement lutter contre les LGBTI-phobies. Alors, les programmes en matière de droits humains, donc je dis droits humains parce que je vais englober les sujets qui vous sont chers, Sébastien. Euh, le- L'argumentaire éthique, l'argumentaire justement spécifiquement centré sur les droits et dénonçant les injustices ne convainc pas tous les acteurs pour faire bouger les lignes et pour mettre en pratique ce qui est voté dans les textes. Et donc, je pense à d'autres leviers qui parfois peuvent être activés pour que, en pratique, les droits progressent. Et cet après-midi, j'ai vu passer un mot du secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui dit lorsque les femmes prospèrent, nous prospérons tous. Et c'est intéressant parce que on voit apparaître depuis une dizaine d'années, je dirais, une rhétorique à la fois dans les organisations internationales, mais parfois certaines associations aussi, et puis dans le monde économique, y compris le monde économique marchand, une rhétorique qui s'appuie sur l'idée que les inégalités, en fait, sont source d'appauvrissement économique, d'appauvrissement en termes d'attractivité des pays ou des sociétés, d'appauvrissement en termes de liens sociaux, et que donc une entreprise, une nation, une communauté a tout à gagner à promouvoir les droits des femmes, mais ça s'applique à d'autres, enfin, j'allais dire à d'autres types de populations, disons, pour parler du sujet d'aujourd'hui, les LGBTI, parce que oui, il faut avoir je suis convaincue d'avoir une approche intersectionnelle, hein. L'intersectionnalité, c'est une méthodologie en sciences sociales, et je dis, petite incise, et c'est d'autant plus important qu'il y a une intersectionnalité des haines. Et donc, pour lutter contre cette intersectionnalité des haines, il faut aussi avoir les outils. Quand on n'a pas les bons outils, on ne peut pas agir efficacement sur le réel. Bon, fin de l'incise. Euh, et, et donc, on voit apparaître depuis quelques années cet argumentaire fondé moins sur, ou pas seulement sur l'éthique ou sur les enjeux les enjeux de droit en tant que tels, mais sur la question de la prospérité et du mieux-être des sociétés, des économies, des entreprises qui iraient mieux, qui fonctionneraient mieux si on était plus à l'écoute de l'égalité et en particulier du respect des textes. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce type d'argumentaire, vous, dans votre travail de réflexion, mais aussi dans votre travail de terrain? Est-ce que vous voyez que ça peut être un levier efficace dans le sens du progrès? La question m'est adressée. La question s'adresse à qui a envie d'y répondre, mais si vous trouvez que ma question vous pouvez dire autre chose. Je vais peut-être laisser Sébastien prendre. Enfin, je fais moins de terrain en fait, donc je vais avoir du mal à y répondre. Oui, potentiellement. Non, mais oui, je prends la parole parce que je voulais réagir à l'intersectionnalité des haines. C'est vrai on n'est pas des militants ou des militantes intersectionnelles par plaisir ou par pureté militante. On a une approche intersectionnelle parce que les oppressions sont intersectionnelles et on n'a pas le choix. Euh, mais oui, voilà, c'est pas juste un idéal d'avoir une approche intersectionnelle, c'est une nécessité parce que les oppressions, nos persécutions, elles sont bien intersectionnelles. Et effectivement, non seulement je pense que les progrès faits en matière de droits des femmes font progresser l'humanité, mais pour aller plus loin, je pense vraiment que toutes les réflexions qu'on peut avoir sur les droits des personnes LGBTI+, font progresser notre compréhension des questions liées au genre de manière générale et font là aussi évoluer la réflexion, les débats. Et je pense qu'en termes d'avancées, de revendications et d'agenda, il y a beaucoup de choses qui relient les questions féministes et les questions des droits des personnes LGBTI+, aussi parce que, comme je l'ai dit, les femmes font partie intégrante des communautés LGBTI+.
et parce que les personnes, même les hommes gays, toutes les personnes LGBTI+, subissent les mêmes préjugés, les mêmes stéréotypes de genre, le même patriarcat, le même hétéro-cis patriarcat, si on veut aller jusqu'à cloisonner toutes les persécutions qu'on se prend à la figure. Mais je pense vraiment que quand on parle, par exemple, des questions intersexes et qu'on en revient à bien définir qu'est-ce que le sexe, de quoi on parle quand on parle de sexe, de caractéristiques sexuelles, que certaines associations, comme le collectif intersexe activiste, qualifient de mutilation les opérations de normalisation que subissent les personnes intersexes. Je pense que ça nous pousse, et ça pousse tout le monde, à réfléchir à la question des mutilations de manière générale, à la question du consentement, la question du corps, et que toutes ces questions-là, spécifiques aux questions intersexes, elles font progresser notre réflexion globale sur toutes ces questions-là. Je pense que c'est la même chose sur la question du travail du sexe, même si sur la gestation pour autrui et sur la question du genre et les personnes trans, il y a plein de débats et de désaccords dans les féministes, dans les féminismes. Mais je pense que cette question, elle fait aussi progresser les débats, les discussions. Et quand on a une approche fondée sur les droits humains, évidemment, moi j'ai une approche de dépénalisation de tout le travail du sexe en raison de l'impact que ça a sur les personnes concernées. Mais je pense que toutes ces questions sur les questions intersexes, les questions de travail du sexe, les questions du genre ou de transidentité, ça fait évidemment avancer l'humanité tout entière. Mais voilà, justement, à l'inverse, bah, le backlash ou le recul aussi s'attaque de plus en plus à ces questions du droit, du genre et des personnes trans. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, comme je le disais en introduction, au tout début de mon introduction, avoir ce prisme non pas genré, mais conscient des enjeux de genre, permet de lever le voile sur certains angles morts de la réflexion et donc des politiques publiques ou des politiques privées. Je ne sais pas si vous vouliez réagir à ça, Cécile, à distance. Oui, bien sûr, je voulais revenir surtout sur le fait que l'impression que nous avons donnée, la limite que nous avons donnée tout à l'heure liée au cadre juridique qui pèse sur ces avancées et les blocages liés au cadre juridique. Je voudrais quand même revenir pour dire que ce n'est pas seulement du fait du cadre juridique un peu biaisé et non appliqué, ineffectif, que concernant le droit à l'avortement dans la zone Afrique, les choses n'avancent pas et que le respect du droit à l'avortement comme un soin de santé n'est pas promu. Alors, et effectivement, marquer le fait qu'il y a d'autres limites et qui nous donnent l'impression, en fait, qu'il y a une perpétuelle remise en cause du droit à l'avortement comme un droit fondamental. J'aimerais ajouter au cadre juridique limitatif, par exemple, les objections de conscience du personnel de santé, des prestataires de santé, même si, effectivement, j'ai mentionné en avancée la forte mobilisation de certains activistes et féministes du même corps. Il est évident qu'une des grandes barrières à la pleine jouissance et à l'effectivité des droits reste aussi ces attitudes des prestataires par une certaine objection de conscience et qui contribue aussi à augmenter les taux de décès maternels liés aux avortements non sécurisés. Dans la zone Afrique, comme le mentionnent aussi certaines données, nous avons vraiment un fort taux de décès maternels. Et quand je prends par exemple la Côte d'Ivoire, le Burkina, certains pays, disons, de l'Afrique de l'Ouest, le poids des avortements, des avortements évitables, des décès évitables liés aux avortements dans le taux global de mortalité maternelle est strictement scandaleux. Entre 10 à 18% de décès maternels liés aux avortements non sécurisés. C'est vraiment le poids dans les taux globaux de mortalité maternelle. Quand, par exemple, vous prenez un taux global de mortalité maternelle de 330 décès pour 100 000 naissances vivantes,
Là-dedans, vous comptez entre 10 à 18% en fonction des pays dans la zone Afrique qui relèvent des décès maternels liés aux avortements. Donc, moi, je pense que oui, nous avons dit que les thèses liées basées sur les droits humains et qui sont guidées et dont les avancées devraient être guidées sur le plan normatif ne sont pas toujours appliquées, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a d'autres facteurs comme ces objections de confiance, conscience et bien d'autres éléments qui contribuent au décès lié. Et je sais que vous ne l'avez pas posé, mais sincèrement, sur mon contexte, j'aimerais signaler aussi un des éléments qui est, par exemple, le faible financement des interventions de façon globale et lié à l'accès aux soins d'avortement. Et c'est toujours dans le domaine des droits des femmes et dans certaines interventions liées aux droits des femmes, dont, par exemple, les interventions pour l'accès à l'avortement, l'offre de soins d'avortement, le plaidoyer pour l'avortement, qu'il y a trop de débats en lien liés au financement ou à la recherche des financements. Donc, l'impression d'une fragilité réside, ce que je vais dire aussi, sur le fait que les flux d'aide au développement dans ces zones-là contribuent aussi directement, qui devraient contribuer à l'émancipation des femmes. Voilà, si ce n'est pas un bon flux en termes de financement. Et l'OCDE, je pense, dans un rapport 2020-2021, l'avait mentionné et signalé que seulement 4% des flux d'aide au développement contribuaient directement à l'émancipation des femmes et à des projets liés aux droits des femmes. Et je vous dis que peut-être ces 4% de façon globale sur les droits des femmes, pour la part des financements, pour des interventions, des mouvements pro-choix, va rester encore très limité. Et au même moment, ce sont les mouvements anti-choix qui sont de plus en plus financés et alors bien organisés avec des initiatives et des dynamiques qui portent vraiment à affaiblir les mouvements aussi. Et bon, je ne viens pas ajouter une très grande note négative, mais je tenais à mentionner cela parce que parmi les fragilités, il y a les questions de financement ajoutées aux différentes questions que nous avons relevées pour vous faire comprendre que ce n'est pas seulement sur le cadre normatif que voilà, on arrive à remarquer la fragilité du droit à l'avortement. Oui, toute la soft law est évidemment majeure. C'est intéressant que vous parliez des anti-choix, parce que nous, en Europe, on est dans un contexte de campagne électorale pour les élections européennes du 9 juin prochain. Et la lumière est faite dans certains articles, dans certaines enquêtes scientifiques aussi, sur les mouvements anti-choix en Europe, sur le lobbying contre les c'est contre les droits des femmes et des minorités sexuelles, mais évidemment, ils ne se présentent pas comme ça. Ils se présentent comme des mouvements anti-genre, ce qui permet de noyer un peu le poisson et de jouer sur les peurs collectives. Et on parle de mouvements de plaidoyer qui ne sont pas comme les vôtres, mais des mouvements de lobbying qui sont financés à hauteur de centaines de millions d'euros, à la fois par des sources européennes, mais aussi des sources russes, des sources nord-américaines, pour promouvoir des candidats, des candidates aux élections au Parlement européen qui reviendraient sur les avancées en termes de droits ou qui feraient en sorte, par leur vote ou les lois qu'ils présenteraient, qu'il n'y ait pas d'avancées supplémentaires. Et avec des rhétoriques tout à fait inventives, toujours inventives pour séduire l'opinion publique et pour séduire un certain nombre de candidats. Et puis par l'argent, follow the money, c'est exactement ça. Donc on a ces mêmes problématiques finalement dans le monde entier. C'est intéressant que vous parliez de ça pour les pays que vous connaissez. Avant de laisser un peu la parole à la salle, on a déjà quelques questions sur l'écran.
J'ai envie de voir un peu tous les trois ce que vous pourriez dire. Alors, c'est une question un peu générale, mais par contre, c'est mon côté politiste, hein. Je me sens un peu en minorité vis-à-vis des juristes. Je sais que la science politique est issue de la cuisse des juristes, qui veulent souvent la récupérer, en France en tout cas. Qu'est-ce que ces questions-là nous disent de l'état des sociétés, en fait? Parce que on pourrait penser, certains acteurs ont tendance à perpétuer le message selon lequel, bon, des questions très circonscrites, ça concerne que certains types de populations, finalement, ça peut être séparé d'autres priorités de politique publique et c'est secondaire et ça viendra dans un second temps. Mais en fait, finalement, la question des droits des femmes, la question des droits humains d'une manière générale, qu'est-ce que ça nous dit de l'état des sociétés, de l'état du monde? Je vais peut-être prendre la parole et plus parler des sociétés du coup arabes. Qu'est-ce que ça nous dit des sociétés arabes? Et c'est intéressant parce qu'on a tendance en effet à dire que les sociétés arabes sont en retard, entre guillemets, ou en tout cas ce ne sont pas leurs priorités. Mais ça me fait penser que pendant les révolutions arabes, donc il y a déjà une dizaine d'années, les femmes se sont réappropriées l'espace public, ont créé des carrés féministes et donc ont refusé d'être réduites au silence. Et c'est peut-être à ce moment qu'on les a vues de nouveau, qu'en tout cas leur visibilité enfin, leur visibilité est réapparue. Ma phrase n'est pas très française, mais vous avez compris qu'on les a revues sur le devant de la scène alors qu'on croyait qu'elles étaient pas actives. Et c'est à ce moment que des groupes féministes ou de défense des luttes des droits humains ont montré qu'ils ont toujours été, ils et elles ont toujours été actives. D'ailleurs, enfin, ça me faisait penser euh, est-ce qu'on peut parler d'un effet d'entraînement? Vous savez, est-ce qu'on peut dire que c'est en regardant l'Occident ou est-ce que c'est en s'inspirant de l'Occident que ces sociétés avancent ou s'inspirent? Et je ne sais pas qui s'inspire de l'autre et est-ce que c'est fait concomitamment ou pas, mais déjà en Égypte en 2010, un site internet avait été fait qui s'appelle Harassmap où, enfin, pour cartographier les harcèlements de rue. Ça a été suivi ensuite dans d'autres pays et des lois ont suivi. En Algérie, la loi de 2015 contre les violences faites aux femmes a été adoptée après qu'une femme qui marchait dans la rue, à Msila, dans une ville de l'Est algérien, avait été harcelée par un homme au volant. Elle lui avait demandé d'arrêter de la harceler. Il est descendu de sa voiture, l'a battue, l'a percuté. Et cet assassinat, en fait, a mis au devant de la scène des débats sur l'importance donc d'édicter une norme. Mais on voit aussi que les sociétés, quelque part, se saisissent de ces questions. Euh, et c'est le cas un peu partout avec des groupements féministes qui font l'état des lieux des féminicides et qui se sont inspirés les uns des autres ou les unes des autres. En 2020 en Algérie avec Féminicide d'Algérie, puis en 2023 au Maroc et en Tunisie. Donc il y a des choses qui se passent alors qui sont peut-être moins visibles et différentes de ce qui se fait euh, en France côté Occident, mais qui se font. Oui, c'est majeur, hein, des MeToo avant MeToo, des MeToo après MeToo. MeToo étant considéré encore dans un certain nombre de pays du monde comme un mouvement occidental et ne pouvant pas comment dire, se concrétiser de la même manière dans toutes les sociétés. Mais s'il y a eu MeToo, c'est parce qu'il y a eu les mouvements en Argentine en 2016, c'est parce qu'il y a eu les grèves féministes en Espagne aussi en 2016, c'est parce qu'il y a eu les printemps arabes, même si cette appellation est un peu galvaudée. Didier Billon, si tu m'entends, je sais que tu n'aimes pas cette expression et tu as raison. Et c'est parce qu'il y a eu aussi les grandes manifestations collectives en Inde suite au viol collectif dans les meurtres dans les bus. Donc oui, on voit que ces circulations des influences et des revendications euh, sont majeures. Alors moi j'ai quelques questions sur l'écran, mais peut-être on peut commencer par la salle si vous avez des commentaires ou s'il y a des sujets très vastes qu'on ne peut pas traiter de manière exhaustive, on en a bien conscience. Il y a madame ici. Bonsoir à tout le monde. Claire Admas, je suis coordinatrice médicale et genre en Mauritanie et pour Médecins du Monde Espagne. Donc à peu près au milieu de tout ça, mais très très contente d'avoir plein de juristes en face de moi.
parce qu'on n'en a pas et beaucoup de questions en lien. La question qui m'intéressait beaucoup, que vous avez posée, qui est celle sur l'application de la loi et sa concrétisation. Je voulais vous demander, en tant que juriste, les uns et les autres, est-ce que vous voyez une différence dans le moment de la mise en application entre les lois qui ouvrent des droits, par exemple sur le mariage, sur l'avortement, sur la PMA, GPA, ou par rapport aux lois qui ferment, qui criminalisent, qui pénalisent, par exemple, la violence conjugale, le viol, les actes ou crimes de haine. Et pour moi, la question, elle est d'autant plus brûlante qu'elle se pose là à l'heure actuelle pour les mutilations génitales féminines, où elle est d'un côté criminalisée, pénalisée, comme c'est le cas en Mauritanie, mais en Gambie, les questions de la rouvrir. Et du coup, cette question d'application de la loi, est-ce qu'il y a un risque, justement, par rapport à ce que vous disiez sur le changement des mentalités qui accompagne ou qui précède ou qui suit la loi? Est-ce que ça risque de faire plus d'effet ou est-ce que ça aura déjà changé? Merci beaucoup. Alors, qui veut répondre? Cécile, n'hésitez pas à vous manifester à distance hein, si vous voulez répondre. C'est intéressant que vous parliez de ce pays qui envisage de réautoriser les mutilations génitales. C'est tout à fait. Voilà, c'est pas simplement ne pas appliquer une loi en faveur de l'égalité, c'est revenir sur des avancées en matière de torture, qui peuvent aussi être suivies de mort, mais qui procèdent d'une volonté de soumettre les femmes et les enfants. Comment vous l'interprétez si personne qui sont en train de réfléchir à la réponse qu'ils pourraient vous apporter, mais vous, quel est votre regard finalement sur comment ça se fait que dans le pays que vous avez mentionné, on veuille revenir sur cette interdiction des mutilations génitales? Je ne connais pas du tout la Gambie ni le contexte. Donc, je travaille en Mauritanie où la mutilation génitale est non seulement interdite et doublée d'une fatwa. Donc, on a une double interdiction à la fois par la loi qui se repose sur la charia et en même temps doublée d'une fatwa d'un collège d'ouléma. Et malgré tout, une grande difficulté sur la mise en application concrète. Le taux de prévalence national reste autour des 2/3 au niveau national, jusqu'à 90% dans certaines régions. Donc, on voit bien cette difficulté d'application de la loi et comme vous le disiez, par non-dépôt de plainte, notamment parce qu'il s'agit d'actes intrafamiliaux, qu'on ne met pas la grand-mère en prison, par la question des arrangements également. Donc, on voit bien cet obstacle à l'application de la loi. Mais la question, effectivement, de repermettre et de rouvrir la loi, elle pose énormément de questions. Ouais. Mais je ne connais pas du tout assez le contexte gambien, mais on voit survenir cet énorme backlash. Donc, Et pour apporter quelques éléments de réponse, on voit bien, enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le droit et l'effectivité du droit. Moi, je suis persuadé que le droit participe au changement de mentalité, mais que la non-effectivité du droit, ça participe aussi au fait que ce droit meurt. Le droit c'est un droit vivant. Et on voit bien que dans de nombreux pays, et notamment en Afrique, il y a de nombreux pays qui pénalisent dans les textes de loi les mutilations génitales féminines, mais ces lois ne sont pas appliquées. Et donc, en fait, on voit bien que d'année en année, si la loi n'est pas appliquée, s'il y a une forte impunité et si l'excision et les mutilations génitales féminines font partie des cultures ou des traditions qui continuent d'être perpétrées, et que face à ça, il n'y a aucune réponse politique ni éventuellement judiciaire, on voit bien que c'est pas non seulement que les personnes vont pas, enfin certes, les personnes ne vont pas porter plainte, parce qu'il y a une difficulté structurelle d'accéder aux autorités, mais que même si par miracle elles allaient porter plainte, il y aurait, enfin c'est pas qu'un refus de plainte, il n'y aurait pas de poursuite parce que justement on considère toujours malgré tout que c'est une histoire qui doit être réglée dans la famille. Et donc on voit bien que cette effectivité du droit elle est particulièrement importante parce qu'il ne suffit pas d'avoir des droits. Il faut les faire vivre. Et donc, ça nous rappelle que le combat pour les droits des femmes et les droits des personnes LGBTI+, c'est un combat qui n'est jamais terminé et que malgré tous les acquis qu'on peut gagner, arracher, de longues luttes, il suffit d'un arrêt de la Cour suprême des États-Unis et quand je parlais d'approche intersectionnelle, on voit bien que dans cet arrêt, on mentionne aussi d'autres
droits qui pourraient être remis en cause, comme le mariage pour les personnes de même sexe. Voilà, tous ces droits et ces questions sont intimement liées. Et donc, je pense qu'il faut effectivement avoir une attention particulière à cette question de l'effectivité euh, pour éviter des retours en arrière qui seraient effectivement dramatiques. Sur ce point, je voulais ajouter quelque chose, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, si, on t'entend. On vous entend, Vous c'est bon. m'entendez? Oui, oui, allez-y. Oui, oui, comme il le disait, pour moi, il faut vraiment un portage politique très fort de certains droits fondamentaux et universels. Et ce n'est pas parce que c'est écrit, normalisé, et inscrit dans nos normes que voilà, tout est appliqué. Et comme surtout au niveau des droits en santé sexuelle et reproductive, ce sont ces retours et ces constats qu'ils sont constamment manipulés, menacés du fait de certains facteurs. Il a dit déjà, c'est notamment qu'on a besoin d'un portage politique très fort. Et c'est vrai que je n'avais pas à m'exprimer sur les questions de mutilation génitale, mais si je prends quelques pays en Afrique que je connais, notamment le Burkina Faso, le Niger, pardon, dernièrement, nous étions à la conférence africaine sur les droits et santé sexuelle et reproductive à Rabat, au Maroc, en février. Et l'UNFI a présenté des données effectivement, et nous avons constaté que sur la zone Afrique, plusieurs pays qui avaient un peu, en tout cas, travaillé au recul et à la diminution de ces mutilations-là, les chiffres ont commencé à remonter à un moment donné avec une recrudescence de ces mutilations. Et rapidement, il y a des activistes qui ont essayé de lancer des questions, pourquoi si, par exemple au Burkina et bien d'autres pays que nous connaissons. Et nous avons vu que le taux de prévalence en matière de mutilation était monté à plus de 86%, alors qu'avant la fragilité politique, vous savez de quoi je parle, et avant la crise, on tendait à avoir des statistiques, par exemple, où on était descendu à 40%, 50%, et les autres pays, la tendance est en augmentation, et l'analyse toute faite était que, pas faite par moi, mais en tout cas entre les activistes, était que concernant ces mutilations, on a remarqué qu'il y a eu quand même une baisse de la vigilance, non seulement politique, une baisse de la vigilance au niveau des acteurs de la société civile qui n'avaient pas, et c'est lié aussi à d'autres facteurs de la capacité des mouvements et des associations à continuer à agir dans certains contextes, comme les contextes en crise humanitaire, où vraiment il y a trop de restrictions. Et donc, du coup, on observe une chute de certains droits, comme par exemple certains acquis dans certains pays pour ne plus exciser les filles et les femmes. Donc, moi, je voulais donner cette contribution et le rapport de l'UNFI existe et certains pays de l'Afrique de l'Ouest où les mutilations sont en monte. Et oui, certaines causes, c'est le fait qu'il y a cette fragilité dans ces pays et ces pays ont basculé dans des crises vraiment difficiles et donc baisse de vigilance de tous les côtés, baisse de financement aussi pour les interventions en santé sexuelle et reproductive. Et voilà, je voulais partager ça pour dire que c'est aussi des éléments qui peuvent expliquer notamment cette fragilité politique, les contextes de crise, le fait qu'on bascule dans ce sens. Bonsoir, merci beaucoup pour tous ces éléments très intéressants et riches. Je m'appelle Marie Lucier, je travaille aussi chez Médecins du Monde. Je suis une collègue de Cécile. Je travaille sur le plaidoyer sur les droits et santé sexuelle et reproductive. Et ce que je trouve assez intéressant sur cette question de l'effectivité des droits, je ne veux pas me mettre les juristes à dos, mais je trouve que si on fait un pas de côté, il y a un autre cadre théorique, mais qui en fait peut aussi être complémentaire, qui est celui très lié à la justice sociale, de la justice sexuelle, de la justice reproductive, et qui pour le coup va aussi mettre de côté la question du droit à l'avortement, du choix d'avorter ou pas, pour se concentrer sur l'accès.
c'est un mouvement qui est né de mouvements afroféministes à la fin des années 90 et qui va aussi mettre en avant que de toute façon, d'un point de vue structurel, on n'a pas tous les mêmes choix. Ça rejoint l'intersectionnalité sur personnes racisées avec handicap et qu'en fonction aussi de nos capacités et en fonction de ce qu'on est capable de décider ou pas, le droit sera plus ou moins pertinent ou appliqué ou possible. Et la question du choix, c'est un petit peu la même chose. Et je trouve que c'est quelque chose sur lequel on doit continuer à avancer, pas forcément en opposition à la question des droits reproductifs ou la question des droits sexuels, certainement pas, parce qu'il y a quand même un socle nécessaire. Enfin voilà, il y a un socle nécessaire, mais pour aussi s'en émanciper et aller questionner aussi vraiment la question de l'accès. Euh, et du coup, sur le côté intersectionnalité, je trouve que l'intersectionnalité des luttes et des haines, elle est très importante. Je pense que c'est aussi important de dire qu'il y a aussi un continuum dans les haines par rapport à la question des élections européennes, par exemple. On le voit très bien, les mouvements anti-genre, ce sont aussi des mouvements xénophobes, des mouvements anti-personnes migrantes. Voilà. Il y a aussi une continuité, un continuum parfait des haines. Et ça, il faut bien le garder en tête. Quand on dit qu'est-ce que ça dit le droit des femmes d'une société, c'est aussi un très bon indicateur pour évaluer les démocraties dans une société, les discriminations. Voilà, il y a aussi tout ça en profondeur. Et pour une note un petit peu voilà, optimiste, mais c'est aussi parce qu'on a besoin parfois de changer un peu voilà, les récits. Il y a énormément d'avancées, enfin, en tout cas sur le droit à l'avortement. En 30 ans, il y a plus de 60 États qui ont assoupli leur législation. Et se le dire, c'est pas minimiser ni les reculs, ni les menaces. Il est insupportable que des femmes polonaises meurent aujourd'hui parce qu'elles ne peuvent pas accéder à un avortement. On parlait de toutes les Américaines qui doivent faire des centaines de kilomètres. Donc, et c'est très, très symbolique en plus, ces reculs au-delà d'être effectifs. Mais en vrai, le mouvement, il avance. Les mobilisations sont là. Les collectifs sont structurés. Les féministes font le boulot. Et les mouvements LGBT, elles sont en place. Et en fait, il y a aussi des choses qui se passent et qui s'opèrent en deçà, enfin, en dessous des lois. Et pour le coup, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui en vrai est inarrêtable et qui ira quand même vers le progrès sur ces sujets-là, avec parfois des reculs qui nous figent, mais quand même, il y a quelque chose qui est, je ne vais pas dire en marche, mais qui clairement voilà, court et qui est vraiment à garder en tête, parce que je pense qu'à force de se le dire, on y croit aussi. Je trouve que ça crée aussi une espèce d'effet coué qui est assez important dans la lutte. Oui, oui, c'est précisément parce qu'il y a des progrès qu'il y a tant de résistance. Parce que ces progrès font peur, c'est des promesses de changement de société radicaux. Ce n'est pas simplement des questions de droits des femmes, c'est des projets de société radicaux. Les féminismes ont un projet de transformation radicale des sociétés. Et donc, pour un certain nombre de protagonistes, c'est tout à fait intolérable. Sur la question américaine que je connais un petit peu, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une énorme solidarité sur le terrain pour aider les femmes à avoir accès à l'avortement. Les 2 tiers des avortements ont lieu par avortement médicamenteux. Et ce n'est pas un hasard si la pilule abortive est aujourd'hui devant la Cour suprême américaine. Ça a commencé avant-hier les auditions. Et il y a une énorme solidarité dans la société civile, mais aussi de la part du corps médical de certains États où l'avortement est soit complètement interdit, soit si drastiquement limité que ça revient à l'interdire, parce que bon, on dit c'est interdit sauf en cas de viol et d'inceste et de danger pour la femme. Ok, mais vous devez le prouver d'abord. Bon, c'est comme si c'était interdit. Et donc, on voit bien que ces mouvements de société civile sont très importants. Et ironie peut-être de la géopolitique, il y a une solidarité au Mexique en faveur des femmes du Texas, de Louisiane et bientôt et maintenant déjà de Floride et tous les États. La Floride n'est pas un État frontalier du Texas, mais enfin les États du sud des États-Unis qui sont les plus concernés. Le Mexique est en train de décriminaliser l'avortement et qui a ouvert des cliniques ou des pharmacies ou des supermarchés qui vendent la mifepristone, bon, l'avortement médicamenteux. Donc, ça bouge aussi l'écart de la géopolitique, mais vous avez tout à fait raison de dire que la solidarité est là, elle est nationale, elle est aussi internationale. On n'en parle pas peut-être tant que ça, mais elle est très présente. Et une question sur l'Ukraine et
et la Pologne dans les commentaires sur écran. Et il y a des réseaux de solidarité humanitaire très puissants en Ukraine, en Pologne, pour permettre aux femmes qui ont subi des viols de guerre d'aller avorter au besoin dans les pays d'Europe occidentale. Donc oui, c'est précisément parce qu'il y a des avancées, et sans doute à certains égards des avancées inéluctables, même s'il peut y avoir des reculs, que cette réaction est si forte, bien entendu. Autre question peut-être? Bonsoir, merci beaucoup à tous et à toutes et pour vos mots jusqu'ici, c'est très intéressant. Moi, j'avais une question beaucoup moins juridique. La France s'engage dans une politique diplomate féministe. Ça passe notamment par le Fonds de soutien aux organisations féministes et aussi par l'annonce de la formation égalité femmes-hommes que devront suivre désormais tous les diplomates. Est-ce que enfin, je voudrais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Est-ce que l'État français pourrait faire plus et devrait-il faire plus? Oui. Non, mais oui, en plus, on se glorifie de notre diplomatie féministe qui est assez ridicule. Il y a des référents, référentes diversité, égalité dans les ambassades qui apprennent, qui sont le nouveau ou la nouvelle référente égalité et qui n'ont pas accès à des formations. On a aussi, enfin moi j'ai beaucoup fait de plaidoyer au nom d'Amnesty pour la création d'un ambassadeur sur les questions des droits des personnes LGBTI+, qui a été créé. Et il a eu la même idée de créer des référents, référentes LGBT dans chaque ambassade. J'ai demandé la liste, du coup, des référents, référentes dans chaque ambassade. Bon, on ne peut pas me la communiquer tout de suite, mais je peux demander au cas par cas. Alors, bah, je demande au cas par cas, et on se rend compte que bah, ces personnes n'ont aujourd'hui pas de formation spécifique. Donc, l'ambition est bonne, ça va dans la bonne direction, mais en fait, on ne met pas en place les moyens ni l'ambition politique à la hauteur des enjeux, que ce soit sur les questions de féminisme ou des droits des personnes LGBTI+. Et je pense que la symbolique la plus pour revenir on parlait des élections européennes, il y a une directive sur les violences fondées sur le genre qui était en discussion à l'Union européenne, et la France, avec d'autres pays, s'est opposée à une définition commune du viol basée sur le consentement, euh, pour que quelques mois plus tard, il y a quelques jours, Emmanuel Macron se dise finalement avoir une définition du viol basée sur le consentement, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Bah, c'est peut-être pas une mauvaise idée, mais en attendant, vous avez bloqué une définition commune du viol dans toute l'Union européenne qui aurait pu bénéficier à toutes les femmes de l'Union européenne. Effectivement, avoir une définition du viol basée sur le consentement, enfin, moi, je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Et on n'est pas obligé de changer toute notre définition du viol français. On peut juste ajouter la question du consentement à la rigueur. Mais même si ça n'a pas forcément d'impact dans certains pays, ça en aurait vraiment d'autres dans certains pays de l'Union européenne. Donc voilà, on voit bien que en même temps Emmanuel Macron et du parti politique au pouvoir, il est assez catastrophique quand on parle du droit des femmes, qui est censé être une priorité une pseudo-priorité du quinquennat. Grande cause. Grande cause du quinquennat. Bon, de toute façon, je pense que c'est pas du tout à la hauteur. Donc, et on le voit bien que là, la campagne des élections européennes commence. Il y a de nombreux candidats, candidates et les partis politiques qui nous contactent pour nous auditionner sur les questions de genre et de droits des personnes LGBTI+, parce ils voient bien qu'en Europe, ces attaques contre le droit de l'avortement, le droit des personnes trans, la question du genre, elle devient systématique, qu'on en revient à redéfinir dans chaque texte, dans chaque déclaration, d'enlever le mot genre, de rayer le mot genre, de reparler de sexe ou des caractéristiques sexuelles, et de redéfinir ce qu'est l'homme, la femme. Toutes ces attaques, elles sont pilotées par la Hongrie et la Pologne aujourd'hui, mais il y a plein d'autres mouvements, vous l'avez dit, qui sont extrêmement financés. Et on voit bien que toutes ces stratégies, que ce soit sur l'avortement ou la question des personnes trans, c'est souvent les mêmes qui partagent cette rhétorique anti-droit, anti-genre, anti-trans. Et elle crée des fausses oppositions. Enfin, voilà, je trouve ils utilisent 4 stratégies. La première, c'est la désinformation, les discours toxiques et les théories du complot. Et il crée des fausses oppositions entre les droits à religion et vie privée et droits des femmes. Il crée des fausses oppositions entre droits des femmes et droits des personnes trans, entre droits des personnes trans et droits des enfants. Et tout ça pour détruire toute l'architecture des droits humains, et en fait s'attaque aux droits humains de toutes et tous.
ils rétrécissent l'espace de la société civile, des associations et des financements, et ils attaquent les défenseurs des droits, et notamment les femmes, défenseurs des femmes, des droits humains. Et toutes ces attaques, que ce soit que sur l'avortement, sur les droits des personnes trans et sur la question du genre, ce sont les mêmes stratégies. Et je pense aussi que c'est parce que, pour être optimiste, parce qu'on est en train de gagner, je trouve que l'expression de mouvement inarrêtable, c'est assez symbolique du mouvement du moment qu'on est en train de vivre. C'est justement, je pense, parce qu'on est aussi en train de gagner que les mouvements réactionnaires se mobilisent d'autant plus pour nous freiner, mais on est inarrêtable. Une dernière question peut-être. Oui, il y avait madame. Bon, ce sera la dernière. Merci beaucoup pour ces interventions. C'était vraiment très intéressant. Juste en fait, ma question, c'est pas juridique aussi, c'est juste en lien plutôt avec sciences politiques peut-être. Je me présente, je suis Nada Amin, je suis doctorante en sociologie politique. Donc en fait, toujours malgré le mot des avancées qu'on mentionne, je reste toujours méfiante envers le mot avancé. Parce que, en fait, est-ce que ces avancées, on peut les considérer tout simplement comme gender washing, par exemple, ou parce que, en fait, il y a des lois, mais on suit pas ces lois, on suit pas correctement l'application de ces lois. Donc, est-ce que c'est juste un gender washing? Peut-être. Vraiment, on parle sur des droits des femmes ou question de genre, où on dit qu'il y a des avancements, mais en même temps, sur le terrain, est-ce que vraiment il y a des avancements? Oui, quand même, il y a des avancées. On l'a vu ce soir avec 3 spécialistes de ces questions dans différents domaines de spécialité. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'avancée. Même peut-être que le gender washing, d'une certaine manière, est une avancée parce que ça prouve qu'en termes d'image, un certain nombre de... Oui, mais ça compte. Un certain nombre d'organisations publiques ou privées ne peuvent plus, ne peuvent plus faire comme si ces questions-là n'étaient pas importantes. Et parfois, ça commence par le gender washing, le pink washing, et puis ça se traduit par des actes plus importants. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'autres types de leviers qui sont, à mon sens, importants pour séduire ou pour convaincre, je devrais dire plutôt, des acteurs qui, au départ, ne sont pas convaincus par le raisonnement éthique ou le raisonnement en termes d'égalité par le droit. Et ça rejoint un peu la question sur la diplomatie féministe qui est souvent accusée de branding, d'être vraiment c'est de la, c'est de la, on fait une stratégie d'affichage. C'est parfois vrai, je rejoins cette idée-là, mais une des réflexions aussi qui est beaucoup menée en diplomatie féministe, c'est la parité de la gouvernance. Il y a quand même ça. Bon, les progrès sont lents parce qu'on part de très loin, mais enfin, bon, ça avance quand même. Il faut garder à l'esprit que, et ça c'est valable aussi dans l'entreprise privée, c'est valable dans toutes les sphères de socialisation humaine, premièrement, la parité femmes-hommes, c'est le premier levier dans la lutte contre les entre-soi. C'est la première étape dans la lutte contre les entre-soi, quels qu'ils soient. Et ensuite, féminiser ou aller vers plus de parité dans les postes de haut management, ça ne suffit pas. Il faut aussi le faire dans les postes de middle management. Sinon, les choses n'avancent pas et ça ne ruisselle pas. Ça ne ruisselle pas. Toutes les dynamiques de parité qu'on a dans le monde économique au niveau, en France, par exemple, du CAC 40 ou des grandes entreprises multinationales, si on n'agit pas au niveau des cadres intermédiaires et finalement à tous les niveaux de responsabilité, les choses ne changent pas d'elles-mêmes. Donc, bon, je suis d'accord avec vous que parfois on reste dans des stratégies d'affichage et de washing, ou comme il y a du greenwashing, etc. Mais c'est quand même un indicateur que les choses sont en train de bouger et souvent ça se traduit par des actes un peu plus concrets. Voilà, j'aime un peu finir sur une touche optimiste, même si on a de bonnes raisons d'être vigilants et vigilantes. Merci à toutes et à tous pour votre présence, vos questions, votre attention. Et je remercie tout spécialement Pauline Maillet d'avoir organisé avec nous
cet événement ce soir. À bientôt pour un nouvel événement à l'IRIS.